Bonsoir et merci d'être là en tout cas. Alors moi je vais vous présenter, donc je m'appelle Samira Djouadi, j'ai 49 ans, j'ai 3 enfants et bien sûr un mari. Moi je vais vous expliquer un peu mon histoire, depuis que je suis jeune jusqu'à aujourd'hui, un peu tout ce que j'ai entrepris et tout ce qui m'a transformée, ce qui m'a guidée pour être celle que je suis aujourd'hui et pourquoi je suis faite et mes missions de vie que parfois on ne connaît pas au départ et puis on est porté par des choses et on se demande pourquoi moi et pourquoi je dois porter tout cela. Donc moi je suis issue d'une famille de 8 enfants. Nous sommes 5 filles et 3 garçons. Je suis au milieu de toute cette fratrie. Donc imaginez-vous comment on peut exister entre des frères et sœurs au-dessus et des frères et sœurs en dessous. Donc il faut une oxygène. Et mon oxygène que j'ai essayé de trouver, c'était le sport. C'est ce qui m'a animée très vite, très jeune. D'abord pour sortir du cocon familial, parce que issue d'une culture musulmane où à mon époque les filles, à part d'aller à l'école, et encore quand on avait la chance d'avoir des parents qui nous laissaient aller à l'école, je ne pouvais pas aller ailleurs. Donc rapidement, j'ai été détectée par mes professeurs de sport qui voyaient en moi quelqu'un qui avait des compétences en athlétisme, en l'occurrence en demi-fond particulièrement, et qui ont tout fait pour que je puisse faire un début de carrière, et donc ont voulu absolument que j'intègre un sport-études à Fontainebleau. Donc bien entendu, ma première réaction, ça a été de leur dire arrêtez de rêver, mes parents me laisseront jamais partir en internat, culturellement, ça le fait pas chez nous. Ils m'ont dit mais on va essayer, t'inquiète pas, on va aller convaincre tes parents. Donc ils sont allés, ils ont réussi à convaincre mes parents. Je suis allée en sport-études et comme j'étais très animée par la fratrie, la famille, pour moi c'est quelque chose qui m'anime énormément. Je suis restée 2 ans, vous vous rappelez, pour ceux qui sont de ma génération, la cabine téléphonique, il n'y avait pas les réseaux sociaux, Internet, etc. J'appelais ma mère tous les mercredis après-midi, parce qu'il fallait que je l'appelle pour lui donner mes nouvelles, mais tous les mercredis je chialais en lui disant je suis pas bien maman, ouais c'est super, je suis dans un super cadre, mais vous me manquez tous, alors que je rentrais quand même tous les week-ends, hein, juste pour info. Et donc je finis par rentrer au bout de 2 ans, je finis mes études en Seine-Saint-Denis où j'ai grandi, où je suis née d'ailleurs. Donc je fais mon bac, je fais un BTS par défaut parce qu'on nous apprend dans les quartiers qu'il faut surtout pas bouger en fait, il faut pas aspirer à la Paris alors que c'est juste à côté parce qu'on est condamné et c'est ce que vont me renvoyer beaucoup de fois les jeunes des quartiers à rester dans ton quartier. Donc je fais un BTS compta, je suis vaccinée à vie. Hein, là, je comprends, excusez-moi pour ceux qui travaillent dans la gestion, mais je me suis réconciliée, je me suis mariée avec un professeur de compta. Comme ça, à vie, on peut pas me le reprocher. Et là, je fais ce BTS et je comprends qu'il faut que j'arrête tout de suite. Et là, je me regarde et je me dis, Samira, qu'est-ce que tu vas devenir? Tu as perdu 2 années, donc il va falloir que tu te ressaisisses. Et là, je me retourne vers ma passion qui est le sport. Et je me dis, je vais être professeur de sport puisque c'est ce que je sais bien faire. Donc c'est ce que je fais, je deviens enseignante. J'enseigne pendant 10 ans. Et au bout de 10 ans, je me regarde et je me dis, c'est bon, Samira, t'as fait le tour là. Hein. Tu vas pas continuer et imagine-toi une femme en survêtement basket jusqu'à ta retraite. Franchement, hein. Il y a plus joli que ça quand même. Hein. Et de là, donc je dis à mon mari, écoute, il faut que j'arrête. Je le sens plus. Et puis tout ce que me renvoient ces jeunes d'un fatalisme négatif en disant que, écoute, Samira, nous de toute façon, on est nés dans les quartiers, on peut pas réussir. Tu vois bien, mon frère il est en tôle, ma sœur elle travaille pas, mon père il travaille pas, ma mère elle est femme de ménage. Donc on est tous condamnés en fait à jamais réussir dans ce pays. Et ça, c'est un message que je peux pas entendre parce que voilà, chacun doit porter son sac à dos. Je suis hors de question de porter les sacs à dos des parents, des arrière-parents, des arrière et arrière-parents. Chacun doit construire sa vie. Et donc, je crée cette association qui s'appelle Sport ta vie. Donc, c'est un jeu de mots en disant à ces jeunes, à un moment donné, il faut être aussi acteur de sa vie. Et c'est à vous de construire votre vie. Et forcément, il y aura sûrement quelqu'un qui tendra la main. Il y aura sûrement quelqu'un qui va vous ouvrir la porte. Et je suis sûre que si on vous questionne tous, on a tous fait des rencontres extraordinaires qui nous ont permis de changer nos chemins. Et de là, je crée cette association. Rapidement, c'est une association qui permet de rêver les jeunes. Donc moi, comme je suis quelqu'un de très optimiste, je vais très haut. Donc je permets à ces jeunes des quartiers d'aller vivre des Coupes du Monde et des Jeux Olympiques. Ce que tout le monde aimerait rêver, sauf que ça coûte super cher. Et que si on n'a pas de thunes, c'est chaud. Donc moi, je vais faire en sorte que justement, grâce à cette association, mais pour ça, je demande aux gamins de s'engager, de créer le projet, que nous, les adultes, on va les accompagner. Oui, on va aller chercher des sous, parce que c'est une question de sous aussi, mais je veux qu'ils soient acteurs de leur vie, qu'ils comprennent le changement, qu'est-ce que ça fait de travailler en groupe, dans le collectif, etc. Et donc, forcément, il faut des sous. Hein. Donc là, j'ai la super tâche, donc multitâche, couteau suisse, et là, j'apprends à aller chercher des sous, et j'ai la bonne idée, en 2000...
de me dire, on fait du sport, on va vers les événements sportifs, on fait aussi des ateliers audiovisuels. Et là, je me dis, mais super, banco, l'entreprise laquelle il va falloir que j'aille chercher de l'argent, c'est TF1. Et là, tout le monde autour de moi, alors je vous rassure, hein, vous verrez, il y aura toujours des gens autour de vous qui vont dire « Mais arrêtez, mais t'es dingue, mais tu vas pas y arriver ». Mais en fait, ils vous renvoient leur peur. Surtout, ne soyez pas contaminés par ça. Et moi, d'ailleurs, plus les gens me disent ça, et plus j'ai envie de leur prouver qu'en fait, ils sont animés par leur peur. Quand on a effacé la peur, on fait des choses extraordinaires. Et de là, je me mets bien en tête à aller voir le président de l'époque de TF1, qui est Patrick Lelay. Alors bien sûr, quand je commence à dire ça, tout le monde me prend pour une dingue. On me dit Samira, elle a pété un câble, elle commence à faire n'importe quoi. Et là, je me mets à prendre contact avec lui. Et pendant 6 mois, mais vraiment 6 mois, tous les jours, à la même heure, j'appelle le secrétariat du président de l'époque. Et là, elles en peuvent plus. En même temps, comme je garde la banane, elles ont de l'empathie pour moi. Elles se disent, c'est pas possible. Quand est-ce qu'elle va nous insulter, la fille? Parce que, force de lui dire, ah non, elle va finir par être agressive. Eh ben, pas du tout. Et au bout de 6 mois, c'est elle qui m'appelle, encore plus heureuse que moi, en disant, Madame Jouadi, on a un rendez-vous pour vous, avec Monsieur Patrick Lelay. Et là, j'y croyais plus, là. Je me suis dit, c'est pas possible. Je me présente au rendez-vous. Et là, il me met un coup de pression en me disant, Madame, j'ai 10 minutes pour vous. Je lui dis, ça tombe bien, monsieur, moi, j'en ai pas plus pour vous non plus. Hein. Donc, comme ça, au moins, on est équitable. Et là, il se dit, c'est pas possible, j'ai affaire à une folle. Donc, je rentre dans son bureau. Et au bout de 5 minutes, j'avais vendu mon projet. Là, il devient dingue. Et finalement, on est resté 1h30 à échanger. Parce qu'il se rend compte qu'en fait, d'abord, je n'ai pas peur de lui. Alors, un conseil, n'ayez jamais peur de qui que ce soit, même s'il est président de la République. Ça reste un humain comme vous. Et souvent, ma mère me disait, ma fille, il fait la même chose que toi aux toilettes. Hein. Donc, à un moment donné, il est humain comme toi. Alors oui, il est peut-être le président. Moi, j'étais présidente de mon association. Super. Bon, on n'avait pas le même niveau, mais c'est pas grave. Et de là, il devient partenaire de cette association. Et puis, au bout de 3-4 ans, donc on garde un lien très très fort. Donc moi, ça a été vraiment mon premier menteur. Et puis, on a fait des choses extraordinaires. Il me débauche pour être commercial à la régie publicitaire. Et à partir de là, je lui dis, écoute Patrick, super, mais moi je connais rien à la pub. Il me dit, si t'as réussi à me prendre de l'argent à moi, Patrick Lelay, tu peux en prendre à n'importe qui. Et là, je lui dis, ok, d'accord, mais à une condition, il n'y a pas de fondation à TF1, donc je veux être celle qui te propose un projet envers les banlieues. Il me dit, Banco, tu es la meilleure personne pour nous conseiller. Et là, je crée cette fondation, j'apprends le commercial aussi, parce qu'au final, il a eu raison, j'avais du pif, puisque j'ai été une bonne commerciale. Et tout ce que j'ai entrepris, ça a été dans ce sens-là. Et si j'ai un conseil à vous donner, voilà, si vous voulez commencer dans le bon sens ce soir, si vous n'avez pas d'idée, commencez à distribuer vos réseaux. Commencez à ouvrir votre porte, votre réseau à des gens que vous ne connaissez pas, à des gens qui n'ont pas de lien avec vous. Vous verrez, on dort tellement bien quand on a aidé quelqu'un, parce que souvent ils sont hyper reconnaissants. Ouais, merci.